Bien bonjour YouTube, bienvenue dans ce 4e vlog. Alors voilà, j'ai quitté Marseille et je suis rentrée sur l'île de Ré pour récupérer le stagiaire. Les vacances sont terminées, dernière destination, retour à la maison en Bretagne. Et la partie la moins fun, c'est la valise. On rentre à la maison. Trop contente d'être rentrée. En vrai, je suis contente, hein, mais je pensais pas que j'allais rentrer en novembre, quoi. De retour en terre bretonne, pour ce 5e vlog, j'ai proposé à mon amie Sacha de venir discuter avec moi entrepreneuriat. Alors elle, sa passion, c'est les bateaux et donc la voile. Son projet entrepreneurial, c'est de participer à la Mini Transat 2023. À côté de ça, elle est data scientist dans une start-up pour l'Assemblée nationale. Et autant vous dire qu'elle a un emploi du temps assez chargé. Comment elle vit tout ça? Comment elle arrive à mener de front son projet professionnel qui repose sur sa passion et son métier? Elle nous en parle. Je m'appelle Sacha Lagnès, je suis malouine d'adoption depuis 2019. J'ai grandi à Paris, loin de la mer, dans une famille qui ne navigue pas. Et j'ai donc découvert la voile un peu par hasard quand j'avais 14 ans, lors d'un stage au Glénan. Malheureusement, j'ai pas pu en faire autant que j'aurais aimé parce que j'étais très prise par mes études. Et c'est seulement après mon école d'ingénieur et mon doctorat de physique que j'ai décidé d'aller faire un grand voyage en fait, à la voile. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin vital d'être sur l'eau. J'ai pris le temps de voir comment je pouvais combler ce manque et j'ai pris la décision de mettre ma carrière scientifique entre parenthèses pour prendre le départ de la Mini Transat. Alors Sacha, dans le premier vlog, je parle des 2 aptitudes à avoir selon moi pour être entrepreneur. Pour moi, c'est le courage et la détermination. Selon toi, lesquelles seraient-elles? Alors, selon moi, pour être un bon entrepreneur, je pense que le plus important, ça va être d'abord la persévérance. Je pense que le principe d'être entrepreneur, c'est quand même de se prendre des bâches un peu tout le temps. Ouais. Voilà. À la fois parce qu'au début, tu débutes et du coup, il y a des choses que tu sais pas faire. Et donc, tu essayes et tu te plantes. À la fois parce que il y a beaucoup de prospection pour lancer ton marché. Tu fais des choses qui sont normalement nouvelles parce que tu as un nouveau marché ou un nouveau produit ou je ne sais quoi. Donc je pense qu'il faut être prêt à ce que ça ne marche pas et à ne pas baisser les bras. Ce qui est d'autant plus dur que tu vis de ton projet, tu es ton projet et que quand ça ne marche pas, tu as l'impression que c'est toi qui ne marche pas. Ouais, tu le prends personnellement. Ouais. Et non, moi d'autant plus que je vends moi, le produit c'est moi. Et que c'est dur quand le plus dur je trouve c'est quand les gens sont motivés et que tu conclus pas. Ouais. Quand les planètes sont pas alignées, que ça passe. Ouais. Alors que toi tu as un feeling et tu sens que ça va le faire, voilà, tu sens que tu vas construire une relation de business qui va être dingue, qu'en plus il y a un truc énorme à faire et que c'est vraiment un contrat qui est gagnant-gagnant. Donc tu dis tout le monde est sur son compte, ça va être génial, t'as plein d'idées dans la tête et en fait les gens te disent non. En fait, on sponsorise du foot. Désolé, il y a Messi qui nous a appelés, c'est pas possible. Ok, et la seconde aptitude selon toi? Et la seconde aptitude, selon moi, c'est connaître ses limites en fait. Parce que comme tu passes ton temps à faire des trucs qui sont durs, bon, il y a aussi des bons moments, hein, mais le tableau travaille mieux que tu sais pas. Faites autre chose. Vraiment, faites autre chose. Ne faites pas ça. Non, mais pour moi, du coup, les bons moments, c'est quand je suis sur l'eau, même si j'adore aussi la partie entrepreneuriale, mais disons que il y a quand même des moments qui sont compliqués. Il faut connaître ses limites et savoir quand tu ne sais pas faire, quand tu as besoin de te faire aider, trouver des gens qui peuvent t'aider et arrêter de pédaler dans la semoule, faire des trucs que tu sais pas faire, quoi. Moi, je me suis fait aider d'un comptable parce qu'il y a un moment, voilà, c'était
c'était pas mon expertise, j'avais vraiment besoin d'aide. Et ça m'a sauvé la vie, d'avoir quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer. Et quand je fais un calcul et que je dis c'est bon, et qu'il me dit ouais c'est bon, je suis là ok, c'est bon. Yes. Donc là, non mais c'est plus genre ok, je dors tranquille ce soir, tu vois, c'est bon, ça passe. Ça le fait, ok, j'ai pas oublié, j'ai pas une dépense de 300 000 € que j'avais pas vue. Cette petite sœur, écoute. Ouais, mais ce qu'on disait dans le vlog précédent avec Fanny aussi, de se faire accompagner en fait, à investir en soi en fait. Même si ça peut sembler un peu dérisoire quand on commence dans sa boîte, en fait c'est hyper important. Ouais. Vraiment, je dirais pas la clé pour réussir, mais ça permet justement de réussir dans de bonnes conditions, ou de démarrer dans de bonnes conditions. C'est clair qu'il faut. Je pense au début on a envie de tout faire tout seul, à la fois parce que c'est ton projet donc tu as envie de le faire et puis tu as envie d'apprendre aussi. Et je pense que c'est une erreur de penser que ça suffit de tout faire tout seul et il faut savoir se faire aider et mettre des sous parce que au début tu commences, t'as pas de sous donc tu veux pas investir mais en fait on ne dira jamais assez, il y a un retour sur investissement. Et ouais, de se faire aider par quelqu'un qui peut faire ta com. Moi j'ai quelqu'un qui a fait mon site internet, j'ai une agence de com qui m'a... Voilà, je pouvais pas les payer pour faire ma com, mais on a pu prévoir, on a fait quelques rendez-vous et ils m'ont expliqué comment on faisait. Tu vois, de poster à heure fixe et non, Sacha, on poste pas le samedi à 3h du mat parce que c'est le seul moment où t'en avais posté. Tu vois, un peu faire du contenu, les trucs qui marchent pas. Voilà, un accompagnement quoi, au moins pour te lancer. Et ouais, ça c'est un investissement qui, je pense, qui est nécessaire. Exactement. Donc là, ceux qui reconnaîtront, on est à la pointe Saint-Mathieu, falaise de ouf. Petit coucher de soleil. Hopala, hopala. Bon, il n'est pas tout à fait couché. Mais ouais, pour l'instant, de toute façon, pour l'instant, c'est beaucoup d'administratif. Pour avoir le bateau, pour gérer les sponsors, les structures juridiques. La comptabilité, mon meilleur ami, voilà, des trucs comme ça, faire du contenu préparer des newsletters, faire plaisir aux sponsors, donc faut quand même, moi j'ai envie qu'ils kiffent le partenariat, donc j'essaie d'organiser plein de trucs, d'aller les voir, faire des vidéos qui sortent que pour eux, des newsletters qui sortent que pour eux, et ça fait beaucoup de boulot quoi. Ouais, il faut dire que tu es hyper active sur les réseaux, justement, tu nous parles de tes sorties, que ce soit en story ou en post. Et là, contrairement peut-être à d'autres, je connais pas assez le métier pour dire ça, mais peut-être que les autres ont des community managers qui s'occupent de ça, où ils envoient juste les photos et c'est toi derrière qui crée tout et il y a du taf, il y a du taf derrière. Ouais, ça prend du temps en fait, ouais, c'est clair. Et les gens se rendent pas compte, je dirais que pour un bon poste, il y a bien 2 heures de boulot. Et ça, c'est quand t'as l'habitude et que du coup, tu sais prendre. Parce que moi, le plus dur, c'est créer du contenu. Il faut que je sois en mer. Quand t'es en mer, t'as pas vraiment le temps de sortir ton téléphone pour faire une photo. Donc, il faut trouver un peu le. Voilà, faut y penser quoi. Donc, t'es tout le temps en train de te dire, ok, là, il faut que je parle d'un truc, comment je vais le faire. Moi, je prends une photo. Petite vie d'influenceuse, quoi. Influenceuse mer, ouais. Lundi soir, au large de la Bretagne Nord, quelque part entre la Bretagne et l'Angleterre. Non, on est toujours dans la baie là, dans la mare aux canards. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas de bateau, on voit pas beaucoup de mini. Là, maintenant avec le soleil couchant, on commence à les voir. Mais ouais, c'est un peu ça, et puis même pour les sponsors, essayer de donner des news. Donc là, par exemple, j'étais en mer, puis j'ai des trucs à faire pour le bateau, donc j'ai pas envoyé ma newsletter du mois de juillet, donc je culpabilise, et en même temps, je voulais l'envoyer, j'ai commencé à rédiger. Bref, j'ai mis un titre en pensant que ce serait... Je sais pas si je peux dire ça dans le podcast. C'est pas un podcast déjà, bon. Mais pardon, il faut y aller. J'ai envie de dire. Je sais pas si c'est drôle. Bref, en gros, je voulais mettre intitulé la newsletter le thème, parce qu'à chaque newsletter tu racontes un truc, tu vois. Donc en général, je raconte le mois et puis le thème, l'ambiance du mois. Donc là, le thème, c'est je passe ma vie sur l'eau à l'assemblée et à gérer le projet d'entrepreneur de la voile. Donc clairement, en ce moment, je suis débordée et donc je voulais mettre comme titre d'être sous l'eau, mais moi je voulais mettre une expression qui je pensais voulait dire être sous l'eau, je pensais que ça voulait dire être sur tous les fronts, et donc je l'ai intitulé un mois de juillet, Sacha à voile et à la vapeur. Moi ça m'aurait fait rire, mais pas pour les bonnes raisons je pense. Ah oui, non, alors on t'a expliqué la définition de la voile à la vapeur. Au moment où j'allais l'envoyer, je me suis dit, on l'utilise pas souvent cette expression, je vais quand même vérifier. Être au départ de la Mini Transat, c'est un sacré challenge. Il faut réunir un budget, acheter le bateau, le préparer pour les courses. Il faut aussi s'entraîner physiquement parce que c'est une course, mais aussi mentalement parce que le trajet est long.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, justement, comment t'es passé de ton laboratoire, de ton labo, à être entrepreneur donc sur l'eau et accessoirement aussi à travailler à l'Assemblée nationale? Ah oui, ça c'est deux, ça la queue. Et ben ouais, en fait ça a commencé, on a commencé, donc quand je suis sortie d'école d'ingé, j'avais 23 ans. Je me sentais un petit peu jeune pour commencer un job de cadre supérieur. Je me voyais mal dire à des gens qu'il fallait le faire. Sans nombre de ouais. Et du coup, j'avais bossé aux États-Unis un peu avant. C'est un petit laboratoire qui s'appelle Harvard qui fait des choses très cool. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire des choses très cool comme eux. Et du coup, j'ai l'idée de continuer en doctorat, donc en thèse. Et en fait, c'est un programme où tu bosses dans une université pendant 3 ans et à la fin, tu as un diplôme. Okay. Donc c'est comme un job, mais t'as un contrat de travail, mais t'es étudiant, enfin voilà. Donc j'ai fait ça, c'était cool, mais du coup moi j'étais coincée au labo parce que tu bosses comme un chien. J'ai pas navigué pendant 3 ans, quasiment pas, peut-être un week-end. En fait, t'étais à Paris à l'époque. Voilà, j'étais à Paris et j'avais des millions de bébés. En fait, je cultivais des cellules. C'était des embryons, je cultivais en gros des embryons pour faire mes recherches. C'était éthique, bien évidemment, c'était des vrais embryons, mais voilà, des morceaux d'embryons. Et les morceaux d'embryons ont besoin d'être nourris toutes les 24 heures par un savant mélange que tu ne peux faire que toi-même et qui change tous les jours. Donc tu peux pas préparer le truc à l'avance, et en gros il faut être 3 heures par jour au labo pour leur donner à manger. Et c'est toutes les 24 heures à l'heure fixe. Donc ça laisse pas beaucoup de temps pour aller en Bretagne, faire du bateau et revenir, tu vois. Je comprends. Voilà, donc quand j'ai fini ma thèse, j'ai pas cherché du boulot, j'ai cherché comment faire du bateau. Okay. Et la conjoncture a fait qu'à ce moment-là, j'avais un peu de temps, j'avais pas d'idée de boulot parce que je voulais clairement pas continuer à faire ça, même si c'était passionnant, mais c'était quand même une vie. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de persévérance que je n'en avais, justement. Pour ce métier-là. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en quittant ma thèse, je me suis dit plus jamais je fais un boulot où je suis toute seule à porter un projet qui me pèse jour et nuit sur le dos, où je réponds toujours aux gens je peux pas te voir, j'ai du boulot, mais du coup je suis trop crevée donc je bosse pas. Donc du coup finalement je me retrouve à passer des week-ends où tu bosses qu'à moitié, tu culpabilises de pas bosser mais tu te reposes pas non plus. Tu dois connaître ça, tu pars en vacances avec du boulot mais en fait tu le fais pas. Donc tu traînes ton ordi, tes valises, tes cahiers, là si tu traînais des papiers que tu voulais dire. Enfin, bref. Je me suis dit, plus jamais ça, jamais. Jamais dire jamais. Et voilà. Et je me suis dit, à la place, je vais faire du bateau. Et donc j'ai fait un grand voyage, ensemble du bateau, je trouve ça cool. Je me suis mise à faire un peu de course et je me suis dit, bah, je vais mettre sur un bateau au large, j'aime faire de la course. Pourquoi je ne ferais pas de la course au large? Ça a l'air cool. Et en fait, pour faire la course au large, bah, ça commence par acheter ton bateau. Monter une entreprise, trouver des sponsors et faire ce que tu fais en thèse, mener un projet toute seule, de front, et voilà. Et je me suis retrouvée auto-entrepreneuse alors que moi je voulais juste faire du bateau. Je l'avais pas anticipé, mais en fait, bah voilà quoi, au moins il faut le faire. Donc tu t'es lancée et puis bah, tu t'es lancée dans ce projet un peu fou, si je puis dire. Et alors, est-ce que tu peux un peu nous parler, tu as cette vie d'entrepreneur avec la voile justement, et tu as aussi ce côté de développeuse au sein de l'Assemblée nationale, qui est un boulot que tu as pris après justement pour avoir d'autres expériences en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à gérer tout ça, comment tu t'organises, etc. Très bonne question. Ouais, je suis une meuf partie dans globalement dans la vie, ouais. Du coup, donc je bosse à l'Assemblée nationale, je suis dans une start-up. En fait, on est une start-up d'État qui est incubée dans l'Assemblée nationale. Et en gros, ce qu'on fait, c'est on fait un simulateur en ligne qui permet aux députés de changer la loi et de voir ce qui se passe en termes de revenus pour l'État. Donc, on change le taux d'impôt pour les ménages, qu'est-ce que ça fait, qui gagne, qui perd, et au niveau de l'État, combien ça rapporte et combien on perd. Okay. Donc voilà, donc en gros c'est des modèles mathématiques basés sur des données fiscales. Ok, et ma question c'est de savoir comment justement tu arrives à t'organiser entre cette vie sur la mer, pardon, qui outre prendre du temps,
aussi des déplacements, te demander un engagement financier et cette vie justement où tu es plus derrière un bureau, derrière un ordi, etc. J'ai la chance d'être à 80% pour l'assemblée, donc je module assez bien mes jours. En plus, du coup, c'est du code. J'avais un peu choisi le job pour ça. Le code, ça permet de rester ici en Bretagne. Je vais rarement à Paris. Je module vraiment mes horaires. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous, comme maintenant, en pleine journée, je peux y aller et puis je bosserai 2 heures cette nuit. C'est très modulable. Et pareil, l'équipe avec laquelle je bosse est hyper souple et ils sont très acceptants, ça se dit, de mon emploi du temps. Tolérant, ouais. Et, exactement. Et donc je peux leur dire, je pose mon vendredi, puis vendredi à 8h, je dis non, en fait, il n'y a pas de vent, donc je pose mon lundi, tu vois. D'accord. Voilà. Ou je les appelle en disant en fait je suis encore sur l'eau, je serai pas là pour la réunion, ou alors on l'a fait en téléphone. Et en vrai ils sont trop cool et du coup voilà, ça passe bien. Le seul truc c'est de mettre un coup de collier quand il faut et d'être présente quand il faut et d'espérer que t'as pas tout qui tombe en même temps. Ok, et je voulais savoir initialement, donc tu avais ton projet entrepreneurial justement de régate. Ouais. Et par la suite, c'est venu greffer en fait ce job au sein de l'assemblée, enfin dans ta start-up. Est-ce qu'initialement tu pensais pouvoir vivre de ce projet-là, en fait, uniquement de la régate? Ouais, carrément. Quand j'ai commencé, j'ai regardé comment font les gros, donc ceux qui font la route du Rhum, le Globe et tout. Et j'ai regardé le business plan, le business model que tu dois connaître. Et je me suis dit, on fait comme ça, vas-y, je fais comme ça. Et sauf qu'en fait, non, parce que quand tu débutes, t'es au niveau 1, t'es personne, t'as gagné aucune course. Il n'y a pas un gros sponsor qui va te donner des centaines de milliers d'euros, parce que c'est à peu près les prix, pour te financer. Parce qu'en fait, il faut déjà payer ton bateau, payer toutes les courses. Moi, donc je fais sur un programme, un circuit mini, donc mini transat, on a à peu près bateau plus budget 200 000 euros à trouver. Si en plus tu dois rajouter un salaire avec les charges, ça devient énorme. Donc c'est trop dur. Donc au début j'ai cherché comme ça et j'ai failli trouver d'ailleurs, et c'est con parce que je pense que si j'avais été moins cher à l'époque ça aurait pu marcher. Et à bout d'un moment je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, et en fait en étudiant un peu mieux le marché je me suis rendu compte qu'au niveau mini, donc au niveau 1, personne ne vit de ça. Au mieux tu trouves des sponsors pour avoir un budget confortable, pour vraiment tu vois, si tu casses un truc tu peux réparer et tout. Et après effectivement quand tu grimpes un niveau, là tu peux trouver plus d'argent. La réputation fait que, et ton palmarès t'aide en fait à ce moment-là à pouvoir en vivre. Ouais. Un peu comme dans n'importe quel sport finalement, quand on y pense, il y a des sports qui coûtent moins cher que la voile, je pense que ça va être des frais un petit peu moins élevés, mais c'est vrai que c'est l'expérience qui fait que tu deviens crédible. Ouais, et puis les gens te connaissent, t'as pas forcément en voile, t'as pas forcément besoin d'être le meilleur pour naviguer. Parce qu'en fait, ce que tu vends aux sponsors, c'est pas de la performance, c'est une aventure. Après, ça dépend des sponsors. Il y a des, je pense, Banque Populaire, l'image de marque, c'est clairement la performance. Il y a des sponsors, je vais pas donner leur nom, mais bon, il y a des gens qui viennent pas aux courses pour les gagner, et les sponsors le savent. Et en fait, le but, c'est que le sponsor, il vive quelque chose qui le sort de son quotidien. Et donc, ça va être plus un feeling. Un truc que toi t'apportes à l'entreprise, ce que tu représentes et les valeurs, voilà, ce que tu amènes à l'entreprise et ce que tu peux leur faire vivre, et est-ce que l'image en fait que tu renvoies de tes sponsors au grand public. Et donc, mais bon, pour ça il faut être un peu connu, quoi. Et comment tu l'as vécu ça, justement, le fait de te rendre compte que tu pouvais pas en vivre et qu'il fallait que tu fasses autre chose? Ça a été un peu dur au début, mais en fait c'est venu progressivement. Après il y a eu le Covid qui m'a aussi... En fait c'est venu plus à un moment je me rendais compte que j'avais pas trouvé de sponsor à cause du Covid. Et là je me suis dit il va falloir vivre autrement. Et là j'ai commencé à chercher du boulot et en fait je pensais même que le projet allait devoir s'arrêter. Et comme j'ai réussi à trouver un boulot qui est complètement complémentaire, j'avais pas vraiment arrêté et clairement je vais pas arrêter, quoi. Mais ouais, c'était un peu... Donc ça s'est fait progressivement et voilà. Et du coup maintenant je passe sur autre chose et je
sponsors. Et je pense que c'est un peu l'apprentissage le projet. Je me suis lancée assez vite et en fait il a duré, donc je voulais faire une Transat 2021 et donc je ferai celle de 2023 et en fait j'ai eu 2 ans de préparation de projet, dont 1 an de Covid où pour chercher les sponsors c'était un peu mort. Mais ça m'a permis de prendre du recul et de mieux voir comment les gens faisaient autour de moi. Ouais, de peut-être mieux te préparer entre guillemets, de mieux appréhender la réalité en fait qui n'est pas forcément la même que ce que tu avais trouvé sur Google en fait. Exactement. Et et puis ce qu'on disait pas de podcast, de connaître mes limites en fait. Ouais. De voir que non, tu trouves pas 200 000 € quand t'es personne. Qu'il faut anticiper, qu'il faut acheter le bateau avant d'avoir les sponsors. Parce que les sponsors ils veulent mettre de l'argent sur quelque chose. Et du coup, quand t'as pas d'argent, t'as pas de bateau, du coup t'as pas de sponsor, du coup t'as pas d'argent, du coup t'as pas de bateau. Ouais, et à un moment, faut trouver un moyen de casser ce cercle et donc d'avoir un job qui permet de faire un prêt pour avoir le bateau, ça sauve quand même un peu les meubles. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience entrepreneuriale, d'autant plus que tu as monté une boîte qui repose sur toi, justement en tant que navigatrice, dans un milieu dans lequel tu ne baignais pas initialement. Je voulais savoir ce que ça t'a apporté. La question à 1000 sesterces. Franchement, plein de trucs. Déjà, moi j'ai fait des études scientifiques, donc je ne connaissais rien du tout au monde du marketing, de la com, du commerce, faire un catalogue de prestations, faire un budget, faire un compte de résultats, savoir ce que c'est que la TVA et comment on l'applique et où, la fiscalité, enfin tout ça. Non mais c'est vrai, je connaissais rien du tout. C'était trop drôle, mais savoir comment ça marchait, mais même faire un prêt à la banque, quoi. J'avais jamais fait de prêt, si je crois que j'ai fait un prêt conso pour m'acheter mon ordi. C'était mon expérience et encore à l'époque, moi tu vois, j'ai jamais été en négatif sur mon compte. Donc le principe de lancer un projet où t'as pas tous les sous et tu démarres quand même, en fait de prendre des risques, quoi. J'ai jamais pris de risques et en science c'est plutôt tu calcules combien il faut pour que ça passe et tu prends le double, tu vois. Et là dans le commerce t'es là à dire aux banques non pas moi mais tu sais t'es là avec tes sponsors, j'ai l'argent, pas de soucis, tout va bien. Voilà, alors qu'en fait bon c'est signé mais c'est pas encore versé, donc tu sais genre il y a un moment il faut aussi par l'incertitude. Ouais voilà, c'est ça, vivre de l'incertain et puis même vivre je disais au début quand j'étais en labo, ma vie elle était tous les jours à telle heure, j'étais au même endroit. Là tu passes dans un truc où tu sais jamais où t'es, où tu vas, on t'appelle, tu vas faire du bateau, c'est parti, un jour t'as un sponsor, le lendemain tu l'as plus, là je dois déménager, je sais pas quand, je déménage aller dans 1 mois ou dans 6 mois je vais déménager, je sais pas quand, enfin tu vois, genre tout est incertain, enfin non il y a des certitudes aussi, hein. Voilà, c'est quand même un projet qui est très sérieux et c'est pas du tout fait à l'arrache, ça c'est sûr. Mais non, mais il y a certaines données qui ne dépendent pas de toi. Je pense que quand tu vas en mer, c'est la même chose. Ça dépend du vent, ça dépend de la marée, etc. Mais honnêtement, je trouve ça beaucoup plus facile de te prendre une tempête et de la gérer que de gérer des gens qui te disent je te rappelle et qui te rappellent pas. Des gens qui te disent oh tu peux dormir tranquille, on part avec toi, on va signer. À la rentrée, c'est bon, et en fait, ils t'appellent le 25 décembre en disant bah non, en fait, on a recompté nos sous et on les a pas. Et toi, t'es là, ah bon, ok. Et bon Noël. Et voilà, et puis, mais c'est ça, et puis même, moi j'ai une chaîne de processus pour ce projet, et les gens dépendent les uns des autres, et du coup, t'es là à gérer la banque qui a du retard, et du coup, t'as le chantier qui te demande l'argent, mais la banque n'a pas encore ouvert le compte, alors du coup, c'est que des trucs comme ça, et du coup, d'un côté, tu mets la pression aux gens en disant bah, j'ai besoin de votre devis tout de suite.
Et après, parce que la banque te le demande, et ensuite tu rappelles la banque, et la banque met du temps. Et du coup, les autres gens à qui t'as mis la pression tous les jours pendant un mois, tout d'un coup, pendant 3 semaines, bah tu les fais poireauter parce que toi, t'es en attente. Et je me sens trop mal de faire ça. Du coup, bah, je leur dis, je sais pas, je leur explique. Oui, bah après, c'est le principe, hein, quand tu expliques aux gens déjà, voilà, on est humain, je pense que tu s'organises comme tu peux. Et contrairement à la tempête qui est extrêmement plus frontale, je pense, une fois que c'est passé, là, t'es dans. Bah, en fait, là, t'es au cœur de la tempête, quoi, qui est un peu longue, mais bon, une fois que le premier processus se sera déverrouillé, après, tu seras contre au deuxième, mais voilà, c'est pour un but qui est quand même plutôt chouette. Je pense qu'il te tient à cœur. Ouais, non, ça va être trop cool, c'est sûr. Je pense que c'est le démarrage qui est un peu technique, quoi. Mais après, ça va être cool. Et puis, un des avantages, c'est que dans la voile, t'es entrepreneur, mais sur plein de fronts différents. Et ça, c'est trop chouette. Et puis, en plus, tes clients, c'est pas vraiment des clients, c'est des partenaires, parce que c'est tes sponsors. Et donc, en fait, t'as un soutien. T'as beau être tout seul. Ces gens-là, ils te suivent, tu bosses pour eux, mais en même temps, c'est ceux qui te financent. Et c'est quand t'es en course, les jours où c'est dur, les jours où t'es malade, en train de vomir, qu'il fait froid, t'es trempé, il pleut et qu'il faut aller changer une voile, tu te lèves parce que tu fais pour eux et ça c'est cool. Ça reste un vrai moteur. Ouais, c'est clair. Franchement, je pense que c'est là. L'autre jour j'étais là, oui, il y a la bouée au vent. J'étais